Bien, bonjour à tous pour ce second webinaire et bienvenue pour cette deuxième partie. Donc peut-être que certains d'entre vous ont assisté déjà à la première partie sur le coaching d'intégration. Donc je vais d'abord me présenter. Donc Ludovic Poileux, je suis consultant et chef de projet chez Actiforce. Et je viens vous parler ici du coaching, donc du coaching de performance, parce que c'est une de mes spécialités, hein. Je suis coach depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai été formé par différentes écoles et je viens rajouter à cela une expérience en distribution, notamment chez Castorama, pendant 15 années où j'ai pu diriger des équipes et puis en tant que directeur de magasin et puis en tant que RH également. Ensuite, voilà, je me suis formé au coaching. Donc aujourd'hui, voilà, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Le coaching est de plus en plus normé pour que les entreprises puissent être rassurées aussi avec les coachs qu'ils ont en face d'eux. Donc certains diplômes et aujourd'hui, pour ne pas dire tous quasiment, sont reconnus RNCP, mais pas encore tous aujourd'hui, en tout cas sur le territoire français. Et c'est difficile effectivement pour les entreprises des fois de se retrouver donc parmi l'ensemble des coachs aujourd'hui qu'il y a sur le marché, puisque vous avez sur le marché français à peu près plus de 4000 coachs hein, qui sont présents sur le territoire. Alors je vous disais la dernière fois, donc il y a un mois, on a vu le coaching d'intégration et son importance, l'importance du coaching d'intégration, d'intégrer hein, les collaborateurs, même si c'est pas une grande nouvelle que je vous annonce là, c'est quand même important de se rappeler que l'intégration est primordiale pour les collaborateurs, puisqu'on s'est rendu compte que une personne sur quatre donc est mal intégrée dans une entreprise. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avec les générations Y, Z ou les millénials, vous avez de grandes chances aussi d'avoir dans vos entreprises des gens qui, s'ils ne se sentent pas bien intégrés, pour certains en tout cas, risquent de ne pas rester très longtemps dans votre entreprise. Hein. J'ai encore eu le cas hier dans un organisme où la personne, au bout d'un mois, ne se sentant pas suffisamment bien intégrée, pourrait se poser un certain nombre de questions et peut-être ne pas rester dans l'entreprise. Donc voilà. Donc je vous propose aujourd'hui de voir, et je vais m'effacer hein, derrière le PowerPoint que je vais vous présenter, le coaching de performance. On parle souvent en coaching de résolution de problèmes, mais c'est vrai que j'avais envie de vous parler un peu plus de performance parce que ça, c'est important aussi que les collaborateurs, les managers, les dirigeants puissent être aujourd'hui orientés vers un cap, une stratégie qui soit à long terme et donc que cette stratégie, elle est plutôt une durée, comment dire, de minimum un an, hein, voire 3 ans, voire 5 ans pour les entreprises. On le sait, le coaching de performance qui est utilisé entre autres en Allemagne oriente les entreprises à avoir des stratégies sur 5 ans pour emmener l'ensemble des collaborateurs. Alors vous me direz aujourd'hui, bah ouais, Ludovic, t'es bien gentil, mais 5 ans pour une entreprise, ça peut être long, surtout quand il nous arrive des événements comme aujourd'hui, je dirais pour le Covid-19. Et en même temps, c'est important de tenir le cap pour une entreprise, quelle qu'elle soit, hein, de façon à aller chercher de la performance si elle en a envie et si elle en a besoin, bien sûr. Et c'est toujours important d'avoir une vision, en tout cas pour l'entrepreneur. Alors, comme je vous ai dit, je m'efface et je vous montre donc le PowerPoint euh, voilà, que j'ai préparé pour vous. Alors, ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui sur cette heure, c'est d'abord donc qu'est-ce que c'est que le coaching de performance, comment je le définis, quel est son processus,
Comment on peut avoir une stratégie d'objectif vue par la programmation neurolinguistique, c'est-à-dire la PNL. Alors toujours programmation neurolinguistique, c'est un mot un peu barbare qui a été utilisé par Bandler et Grinder, donc une personne qui était orientée sur le langage et qui faisait des expérimentations sur le langage, et une autre qui faisait des expérimentations plus mathématiques. Donc c'est pour ça qu'ils ont utilisé des mots qui étaient un petit peu complexes, mais qui veulent dire simplement l'analyse du langage. Et ensuite, les avantages du coaching de performance, donc pour les managers d'ordre général, et puis un petit focus sur les commerciaux, qui sont toujours avec des objectifs, des objectifs de plus en plus importants, et donc qui doivent garder une grande sérénité, et le coaching peut les aider dans ce cadre-là. Comment se passent les sessions de coaching, ça c'est important, et puis les outils aussi peut-être pour vous orienter, connaître un petit peu les outils qui existent aujourd'hui dans les tendances actuelles et qui sont utilisés, que j'utilise en entreprise pour aider les managers, les dirigeants sur comment dire, des stratégies d'entreprise, des organisations ou des réorganisations, et également de la communication. Et puis, on conclura effectivement sur comment dire, ce coaching de performance. Et à ce moment-là, comme vous le savez, vous avez le droit aussi de votre côté donc de poser un certain nombre de questions. Et à la fin de ce que je vous aurai présenté, je regarderai l'ensemble de vos questions s'il y en a. Et dans ce cas-là, je commencerai à y répondre. Et vous savez aussi que je peux y répondre en dehors, je dirais, de ce webinaire. Alors pour commencer, je dirais que ce qui est souvent oublié d'ailleurs en tant que manager, alors pas pour une mauvaise raison, pour une bonne intention, bien au contraire, partez du principe que le coaching part toujours sur d'excellentes intentions, sur des bonnes intentions. C'est que le manager, pour gagner du temps, quelquefois va rentrer dans le vif du sujet avec son collaborateur. Et si le coach fait la même chose, effectivement, il risque de tomber à côté de l'objectif réel, je dirais, de son coaché. Il est donc important au départ de prendre du temps. Je sais que c'est un peu compliqué à l'heure actuelle, mais c'est toujours important de prendre du temps, d'arriver à se poser de façon à créer à la base une confiance mutuelle, de façon à avoir une énergie, je dirais, qui est donc indispensable à l'ouverture, à l'implication, au changement, c'est-à-dire c'est une énergie qui va permettre de tout se dire. Et c'est important que les gens puissent être le plus authentique possible, encore une fois, par rapport à certaines personnalités qui sont plus adaptables, plus flexibles que d'autres et qui vont avoir beaucoup plus de mal à être dans l'authenticité. D'autres, bien sûr, comme vous le savez, voilà, prenons l'exemple de l'élection présidentielle et de notre fameux président Trump, qui lui dit tout ce qui lui passe par la tête et pour qui le côté direct ne le dérange absolument pas. Donc le coaching, c'est la mise en œuvre d'un processus stratégique de développement, de réalisation des objectifs, parce que on part toujours sur un objectif, et cet objectif, c'est le cap que va se fixer le coaché dans un premier temps, et également le coach, et il va tenir bon ce cap. Comme un capitaine de navire, le rôle du coach, c'est vraiment de comment dire, en permanence être sur le cap, recadrer sur le cap, l'objectif que le coaché s'est fixé à la base. Comme je dis très souvent, le coaching est assez subtil de ce point de vue-là, parce que je dirais que l'ensemble des coachés au départ veulent changer, et puis ensuite vous expliquent que surtout ils ne veulent pas changer, c'est-à-dire que la problématique c'est les autres, mais c'est pas eux. Donc comment vous allez faire vous en tant que coach pour changer les autres? Vous le savez bien, c'est impossible. La seule personne que l'on peut changer, c'est soi-même. Et donc, on se rend compte en coaching qu'en changeant ses propres comportements, ça permet aussi de transformer les autres et tout simplement en transformant aussi sa perception. Alors, transformer sa perception, c'est un peu l'obligation de résultat que va avoir, entre guillemets, le coach.
C'est-à-dire que sans avoir d'obligation de résultat, mais une obligation de moyens, le coach va bien voir le coaché se transformer ou non. Et je dirais que le résultat, il est à la base là-dessus, sur cette différence entre le coaché avant le coaching ou au moment où on commence le coaching et le coaché lorsque, comment dire, il a fini son coaching. Alors, je vous ai dit, voilà, le but du jeu, c'est de voir aussi le processus de coaching, de performance. Qu'est-ce que ça permet au coaché? Alors, on part toujours en coaching sur la situation actuelle. Donc, l'important, c'est de pouvoir définir avec le coaché où il en est actuellement. Si demain, vous avez à recevoir un collaborateur ou un manager avec vous en entretien, il faut d'abord savoir et connaître la situation précise et exacte. Et j'insiste sur la situation précise, parce qu'encore une fois, les coachés ont tendance, je dirais, à partir un peu dans tous les sens pour ne pas répondre à la question. Mais c'est important d'avoir une situation précise de façon à comprendre réellement ce que la personne ressent actuellement, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent et puis ce qu'elle fait actuellement. De l'autre côté, on va aussi définir ces axes de progrès, c'est-à-dire ce qu'on va appeler la situation idéale pour le coaché. Et cette situation idéale va nous permettre de nous rendre compte que dans la situation actuelle, le coaché a un certain nombre de croyances, d'émotions, qui vont à la fois être des émotions ou des croyances ressources pour lui, mais aussi des croyances et des ressources limitantes. C'est-à-dire que je peux tout à fait avoir envie d'atteindre un objectif, d'atteindre une performance, et en même temps, je dirais, me mettre un certain nombre d'obstacles inconscients qui vont faire que je ne vais pas y arriver. Donc là, c'est ce que j'appelle en coaching un mécanisme de sabotage. Donc, notre rôle de coach est toujours et pareil, donc si vous avez demain en face de vous quelqu'un qui a envie de faire un coaching ou vous avez envie d'accompagner, voilà, parce que vous êtes RH et que vous êtes dirigeant et que vous voulez, comment dire, accompagner, faites attention à accompagner comparé à aider. On n'aide pas quelqu'un puisque cette personne a toujours des solutions. Le but du jeu, c'est bien de l'accompagner pour qu'il puisse prendre conscience et trouver ses propres solutions. C'est beaucoup plus facile à mettre en place. Donc, posez-lui donc les questions de qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place et laissez-le réfléchir. Faites des silences, puisque c'est important aussi dans le coaching. C'est extrêmement important d'être dans le silence, de façon à ce que la personne, si c'est une personne surtout introvertie, va prendre du temps pour réfléchir à l'ensemble des solutions qu'il pourrait éventuellement mettre en place et avant même de la mettre en place. Donc, c'est encore une histoire de patience dans un monde où on a le temps de rien et comment dire, où la gestion du temps est compliquée. Ensuite, vous le voyez, l'important, c'est aussi d'identifier les facteurs de succès. Ces facteurs de succès des missions, c'est à intégrer à travers quelque chose qui est, je vous ai parlé du mécanisme de sabotage, mais en coaching de performance, on est plutôt sur le mécanisme de succès. Donc, comment la personne, depuis qu'elle est née, met en place un certain nombre de mécanismes pour avoir des succès, pour réussir dans la vie au quotidien. Et l'important, c'est de pouvoir décortiquer, bien sûr, ce mécanisme de succès qui va lui permettre de réussir plus facilement. Et dans ce cadre-là, ce mécanisme de succès, pourquoi pas l'utiliser à nouveau pour l'objectif qu'il a envie d'atteindre ou la performance qu'il a envie d'atteindre là maintenant. Alors aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, souvent les coachs non formés se font souvent avoir, c'est-à-dire qu'ils sont très contents que le coaché parte sur un objectif, sur quelque chose à faire, ils trouvent des tas de solutions, etc. Mais ils oublient le plan B. Le plan B, c'est les obstacles que peut mettre en place le coaché. Et donc, il faut bien cerner les difficultés en lui posant la question quels obstacles pourraient survenir sur le chemin du succès que vous vous êtes fixé aujourd'hui. Ça aussi, c'est important de pouvoir le définir avec le coaché. C'est toujours d'avoir un plan B. Si je reprends les élections américaines aujourd'hui, et si vous avez regardé
la télé et que vous avez vu les discours des deux candidats, les deux candidats sont persuadés de gagner l'un comme l'autre. Mais la question n'est pas de gagner ou de ne pas gagner. La question est, bon, si je gagne, ok, c'est super. Si je perds, par contre, quel est mon plan B? Si vous ne faites pas ça, j'ai eu l'occasion d'accompagner, comment dire, justement un maire sur le sujet après qu'il ait eu, comment dire, une défection, c'est-à-dire que le coach l'avait accompagné sur le fait qu'il puisse réussir. Donc lui était gonflé à bloc, sauf que, ben voilà. L'objectif ne dépendait pas que de lui, puisqu'il dépendait aussi des électeurs. Et les électeurs n'ayant comment dire, pas voté, en tout cas pas suffisamment pour lui, à ce moment-là, pendant 6 mois, il s'est retrouvé en bas de la vague, je dirais, où il a eu du mal à s'en remettre. Donc c'est toujours important d'avoir un plan B, voire un plan C avec comment dire, le coaché. Et puis, bon, bah ça, on le redit sans doute jamais assez, c'est d'avoir des objectifs clairs. Hein, la plupart du temps, les objectifs qui sont donnés en entreprise ou que l'on peut même se donner soi-même sont des objectifs qui ne sont pas toujours clairs ou alors posés de manière négative. Pensez bien à quelque chose d'important. Pourquoi les gens, au mois de janvier, par exemple, se fixent toujours l'objectif de ne plus fumer et qu'ils n'y arrivent pas, pardon. Ils n'y arrivent pas parce que la plupart du temps, justement, cet objectif est orienté d'un point de vue négatif. Je ne veux plus fumer. Il faut savoir que l'inconscient ne traduit pas le négatif. Et cet objectif, quand vous le répétez sans arrêt, il va s'ancrer dans l'inconscient et l'inconscient va supprimer le négatif, c'est-à-dire qu'il va vous dire et vous redire comme une prière, bah, finalement, je veux fumer, je veux fumer, je veux fumer, au lieu de je ne veux plus fumer. Donc c'est important sur ce plan-là d'avoir des objectifs voilà, qui permettent, qui soient positifs et qui permettent d'atteindre, encore une fois, pas à pas, son objectif. Idem en entreprise, c'est exactement le même phénomène. Alors, comme je vous ai dit, la PNL nous aide dans ce cadre-là. La PNL est un outil privilégié, je dirais, pour les coachs, puisque on est sur du questionnement sans induction, enfin sans induction le moins possible en tout cas. C'est aussi ce qui est dangereux avec les coachs qui donnent des conseils ou qui sont dans l'induction, c'est-à-dire que bon bah là, c'est pas le coaché qui décide, mais c'est le coach qui peut décider. Comme en tant que manager, je peux décider ou orienter mon collaborateur. Donc la stratégie d'objectif, vous l'avez déjà entendu, on part d'un état présent, donc la situation actuelle, pour arriver à un état désiré, qui est l'objectif. L'important à l'intérieur de ça, donc 2 questions, une fois que j'ai bien établi l'état présent et l'état désiré, de quoi le coaché va avoir besoin pour atteindre son objectif, hein, donc de passer de l'état présent à l'état désiré, et ensuite, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'atteindre mon objectif et de quoi je peux avoir besoin, comment dire, dans l'entreprise pour pouvoir m'aider à atteindre encore une fois cet objectif. Donc ça peut paraître anodin, mais vous voyez que ce petit protocole, hein, donc qui part, je le redis, de l'état présent à l'état désiré pour passer par le besoin, pour passer de l'état présent à l'état désiré et identifier ce qui peut m'empêcher d'atteindre mon objectif et de définir les moyens dont je vais avoir besoin pour atteindre cet objectif, c'est déjà un entretien. Alors nous, en tant que coach, quand on est habitué à faire ce type d'entretien, ça nous prend un quart d'heure, 20 minutes. Mais il est vrai qu'en tant que manager, moi, c'est des protocoles que j'apprends aux managers de façon à emmener la personne sur un objectif qu'il aura lui-même défini et sur lequel il pourra comment dire, travailler et avoir un plan d'action. Alors, encore une fois, même si ça vous prend 1 heure, pensez bien que c'est 1 heure sur lequel vous n'aurez pas après à revenir, à convaincre le collaborateur pour aller vers son objectif. Alors bien sûr, si en plus on est sur un coaching de performance, la personne est motivée et comme elle est motivée, c'est encore plus facile pour elle, je dirais, de pouvoir atteindre et aller vers son objectif. Alors voilà, les situations de coaching sont toujours un peu identiques, différentes par rapport au coaching de performance, mais on est toujours à peu près là-dessus. D'abord, on est sur une situation à transformer pour aller chercher la performance. Vous le voyez sur le petit schéma. Il est important de construire un contrat clair
avec le coaché à la base ou en tripartite, d'accompagner pour faire évoluer et puis ensuite finir par toujours une évaluation des résultats. C'est-à-dire qu'à chaque coaching, on va pouvoir évaluer, et on va commencer par ça d'ailleurs, dès la deuxième séance de coaching, on va commencer à évaluer les résultats avec le coaché, de façon à ce qu'il prenne conscience de finalement, il y arrive, il est peut-être pas si bête que ça, il est peut-être pas si comment dire, alors qu'il avait peut-être peur à la base, finalement il a des succès et nous on va travailler sur ces succès pour que ça puisse s'ancrer en lui et que on n'ait pas des retours orientés sur le manque de confiance ou des choses comme ça. L'important, c'est vraiment d'ancrer chez notre coaché finalement tout ce qu'il va pouvoir faire et mettre en œuvre. Alors maintenant, bien sûr, sur le résultat qu'il a envie d'avoir, mais bien sûr sur les résultats futurs. C'est ça aussi qui est extrêmement important. Alors, vous voyez aussi en dessous, l'important, c'est bien sûr que votre coaché puisse, envisager des différentes solutions, qui mettent en œuvre l'option sélectionnée. C'est-à-dire que il suffit pas de trouver des solutions, c'est finalement sur ces solutions, le coaché, je vais lui poser la question, quelle option vous allez prendre maintenant et qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre dès maintenant? Ensuite, quand on se revoit, on évalue les résultats. Donc, ça nous permet d'avoir un suivi et le collaborateur ou le coaché, ça lui permet aussi d'avoir des résultats et de se dire, je vais pouvoir construire sur ces résultats. Donc, la toute petite marche qu'il a pu, je dirais, monter la première fois, va lui permettre pas à pas de monter une petite marche par une petite marche, puis deux marches par deux marches, puis peut-être tout l'escalier d'un coup, pas à pas. Ça lui permet aussi, bien sûr, d'acquérir des savoir-faire complémentaires. Le coaching ne s'arrête pas uniquement à poser des questions. Ça, c'est dans l'utopie du coaching où effectivement, certains coachs peuvent tout à fait dire je ne fais que poser des questions. Alors oui, sauf que on va beaucoup plus loin que ça dans le coaching aujourd'hui en entreprise. C'est qu'à la fois on peut servir de mentor, on peut servir de tuteur quand c'est une intégration, de support. Mais on va aussi le former, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses que le collaborateur, le coaché ne connaît pas, donc il faudra aussi le former sur un certain nombre de choses, de savoir-faire. Et tout ça, ça va lui permettre aussi d'augmenter, bien sûr, ses compétences et d'être encore plus performant. Et puis, il arrive, bien sûr, ce qui doit arriver en coaching, c'est de réaliser les changements nécessaires. Rappelez-vous bien qu'un coaching, c'est toujours du changement, c'est toujours de passer d'une situation A à une situation B dans les meilleures conditions possibles et avec un maximum d'énergie et de bien-être pour le collaborateur. Alors, je passe la citation de Paulo Coelho, mais l'important, c'est toujours effectivement en coaching de performance d'aller de l'avant, d'emmener la personne vers une visualisation, c'est-à-dire aller de l'avant pour nous, c'est visualiser tout ce qui peut se passer de manière positive et de se préparer à tout ce qui va être positif ou tout ce qui pourrait arriver en tout cas pendant l'exécution d'une tâche. Donc, on va, comme pour un coaching sportif, c'est-à-dire que lorsque l'on accompagne un sportif, on va lui faire visualiser le match. De la même manière, là, on va faire visualiser la personne pendant une réunion pour emmener ses équipes au quotidien, dans son entreprise, au quotidien dans une situation précise qu'il aura lui-même définie, de façon à obtenir les résultats qu'il s'est fixés. Et puis développer aussi ses performances. Le coaching va aller au-delà de ça, c'est-à-dire sur le lâcher-prise. Vous le savez aussi, c'est que un collaborateur va être performant et la plupart de ces coachings de performance sont basés sur le fait que le salarié est épanoui dans son job. Alors, je vais vulgariser un petit peu la psychologie, mais c'est pas très compliqué, je dirais, de dire que finalement un salarié épanoui est plus performant. Alors non seulement on peut le dire, mais des études réalisées à Harvard et au MIT en 2018 disaient que les salariés heureux sont 2 fois moins malades, 6 fois moins absents,
9 fois plus loyaux et 31% plus productifs et 55% plus créatifs que les autres. Donc, c'est assez facile de pouvoir dire que pour nous, en tant que coach, il est extrêmement important de remettre le coaché dans la sérénité. Et le seul moyen de le remettre dans la sérénité, c'est de le faire vivre l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, on prend les bonnes décisions, voilà, quand on est à court terme. Dans l'avenir, ce qui nous intéresse, c'est la visualisation, le projet, ce qu'on va pouvoir mettre en place. Imaginez que demain, vous ayez acheté la maison de vos rêves, vous allez vous projeter dans cette maison, peut-être la décorer déjà dans votre tête. Et quand vous allez rentrer dans cette maison, vous aurez déjà cette idée et vous allez déjà faire tout pour atteindre votre objectif de décoration, etc. Même si à un moment donné, vous le savez, il peut y avoir des différences, des changements, etc. Donc tout ça est extrêmement important d'orienter le coaché vers ça. Encore une fois, le coaching, il est là pour faire le deuil des anciennes façons de faire pour arriver sur des nouvelles façons de faire, être dans la réflexion, se poser, dans la prise de conscience pour arriver à de l'efficacité, voire de l'efficience, et atteindre encore une fois objectifs, stratégies, projets, organisation, enfin, tout ce que vous voulez, dans l'entreprise. Alors, tout ça nous amène à dire que forcément, le coaching amène un certain nombre d'avantages, des avantages multiples, qui peuvent être autour de son leadership, de l'amélioration de sa communication. Alors, l'amélioration de sa communication, c'est quand même la première demande que l'on a en général en coaching, c'est d'améliorer la communication au quotidien avec son équipe. Pourquoi? Parce que on aimerait avoir un outil couteau suisse qui nous permette de parler à tout le monde et de dire à tout le monde, voilà, vous êtes tous en forme, vous êtes tous performants, donc on va tous au même endroit et vous êtes tous d'accord, sauf que vous le savez comme moi, ça va marcher avec un tiers de l'équipe et puis il y a 2 tiers qui vont un tiers qui va vous regarder et un tiers qui va tirer vers le bas. Donc, il est important aussi, bien sûr, de pouvoir comprendre à la fois sa propre communication, mais aussi la communication des autres pour pouvoir être impactant pour chaque type de personnalité. Pas parler de la même façon à quelqu'un qui est dans la rigueur, à quelqu'un qui va fonctionner avec son cœur, à quelqu'un qui va fonctionner par objectif ou à quelqu'un qui va avoir une personnalité plus dans l'affiliation, l'intégration et qui aura besoin de s'intégrer à un groupe. Tout ça est effectivement différent et à prendre en ligne de compte pour sa communication et son management. Il est important, bien sûr, et je viens de le dire, de cerner l'impact de ces comportements. 93% de votre posture non verbale et paraverbale, c'est-à-dire tout ce que vous ne dites pas, est entendu par les collaborateurs. Tout ça va faire que si vous avez une posture de quelqu'un qui va de l'avant, vous allez arriver à emmener les personnes avec vous. C'est beaucoup plus difficile quand vous êtes plutôt à reculons, c'est beaucoup plus complexe. Regardez aujourd'hui le fonctionnement de Trump qui, même s'il est une caricature américaine, est orienté sur l'objectif, mais tout ce qu'il dit est orienté vers la victoire, la réussite. Je regardais hier Quotidien où on voyait son appartement, une journaliste lui pose la question est-ce qu'il vous semble que vous avez réussi dans la vie? Il était chez lui, ça brillait de partout, tout était en or ou aux couleurs or, et il dit à la journaliste regardez autour de vous, vous voyez bien que j'ai réussi. Donc on est bien là-dessus, c'est-à-dire qu'on est bien là-dessus, mais parce que ça parle aussi, bien sûr, plus ça parle plus au peuple américain, tourné vers l'objectif, plutôt qu'à d'autres peuples également. Donc ça aussi c'est important. On ne peut pas parler, dans la société française de la même façon qu'on va parler aux États-Unis ou en Allemagne. Donc nous, par exemple en France, on est plutôt orienté sur la différence. C'est-à-dire qu'on va se valoriser, se mettre en avant parce que l'on est singulier, parce qu'on a une singularité, parce qu'on est différent. En Allemagne, ça fonctionne beaucoup plus avec la sécurité. Donc chacun a des façons de faire, bien sûr, qui lui sont propres par rapport à la société et ce qui va engendrer, bien sûr, une communication différente.
Alors, bien sûr, ça va aider aussi si jamais j'ai envie d'évoluer dans mon travail, de prendre la mesure aussi de nouvelles responsabilités. Et puis, comme on l'a dit aussi tout à l'heure, le coaching n'est pas qu'un coaching. Il y a des choses que l'on va apprendre aussi, comme dans une formation en coaching. Et donc, il est important aussi de pouvoir acquérir de nouvelles compétences, hein. Et puis aujourd'hui, plus que jamais, c'est un peu c'est un peu de l'évidence, c'est qu'il faut toujours aller chercher, bien sûr, de nouvelles compétences. C'est pas pour ça que l'on sera meilleur, mais en tout cas, on va aller chercher des nouvelles compétences. Si on prend par exemple l'élaboration de sites web, il est extrêmement difficile pour un webmaster, pardon, de pouvoir ne pas se former, hein, parce qu'il va devenir très très vite has-been, je dirais, par rapport à l'ensemble du marché. Alors, ce qui est important aussi, bien sûr, c'est que quand nous avons un collaborateur, je dirais, qui essaye de changer, il va être important pour le manager aussi d'apprendre à soutenir son collaborateur au moment du changement. C'est-à-dire que au moment du changement, et ça on le fait tous, hein, vie privée, vie pro, on va commencer par faire des tests pour voir si notre nouvelle façon de faire va fonctionner. Et là, on a besoin vraiment d'un soutien du manager ou des collaborateurs de façon à pouvoir se dire, bon, j'ai essayé, ça a fonctionné ou pas. Si ça a fonctionné, je réessaye ou j'assiste. Si ça n'a pas fonctionné, là, il faut que j'apprenne à faire autrement. Là, le coach a comment dire, un accompagnement qui est indispensable pour le coacher, c'est effectivement apprendre à faire autrement. Alors, je vais imager un petit peu mon propos. Imaginez que tous les matins, pour venir au travail, vous preniez une route et cette route est remplie de nids de poules. Vous avez tout un tas de difficultés pour passer dans cette rue. Elle est en sens unique, etc. Enfin, c'est très compliqué pour vous. Mais vous la prenez tous les jours quand même parce que finalement, vous arrivez au travail malgré tout en prenant cette route. C'est ce qui arrive un peu à Paris, par exemple, lorsque vous prenez le périphérique ou les autoroutes et que vous vous retrouvez un petit peu tous les jours dans les embouteillages. Idem à Marseille. Il faut bien se rendre compte qu'à un moment donné, on fait ça et on fonctionne comme ça parce qu'on a l'habitude de fonctionner comme ça. Et on est rentré dans un système de fonctionnement qui nous va parce que même s'il est pénible, même s'il est dur, il nous permet quand même d'arriver à la fin à notre objectif. Ce qui est important avec le coaching et le coach, va identifier le fait que oui, mais vous faites toujours la même chose pour arriver toujours au même endroit. Donc, c'est important aussi de bien identifier que peut-être à côté de chez vous, vous avez une route qui vient d'être faite, toute neuve, toute propre, et que vous ne la prenez jamais parce que vous ne connaissez pas ou vous ne soupçonnez même pas l'existence de cette route. Et du coup, vous pouvez arriver au travail sans abîmer votre pneu, sans abîmer votre voiture, et peut-être en 20 minutes au lieu d'une demi-heure ou 40 minutes. Donc ça aussi, c'est important finalement de retrouver un côté plus agréable à travers une façon de faire qui doit être une façon de faire autrement. La difficulté souvent des entreprises, hein, on le voit aujourd'hui par exemple avec les restaurateurs. Emmanuel Macron, lors de son dernier discours, a bien expliqué, par exemple, à l'ensemble des entreprises que le numérique était mis en avant et que tous ceux qui voulaient faire du numérique pouvaient le faire et qui seraient accompagnés par l'État, même si, encore une fois, il y a une espèce de nébuleuse par rapport à comment vous êtes accompagné par l'État, mais je suppose qu'il parlait d'un point de vue financier. Et c'est vrai que quand vous regardez les OPCO accompagnent aujourd'hui les entreprises sur les formations, sur les accompagnements RH, sur aussi la mise en place du digital et du numérique. Mais malgré tout, quand vous regardez les restaurateurs, la plupart des restaurateurs ne font pas de click and collect ou ne proposent pas leurs services sur le web. Je prends les restaurateurs, mais j'aurais pu prendre tout un tas de commerçants aujourd'hui. Alors, quand on rentre dans une nouvelle ère comme le Covid-19, effectivement, la solution, c'est de dire on ne peut pas ouvrir, mais nous, on voudrait ouvrir. Oui, sauf que comme on ne peut pas ouvrir, ça semble quand même un peu compliqué. Donc là, vous le voyez, on a un peu de forcing. Vous avez tout un tas de commerçants qui essayent d'ouvrir quand même.
mais ça va finir quand même à la fin par bah oui, mais non, la loi c'est que vous ne pourrez pas ouvrir. Donc c'est comment je fais aussi du commerce demain avec les moyens finalement que je vais avoir aujourd'hui dans la société actuelle en France avec comment dire ce que je peux faire. Hein. Et puis pareil, c'est pas la peine de sortir de Saint-Cyr non plus hein, pour comprendre que aujourd'hui, quand on voit Amazon et le développement qu'a Amazon aujourd'hui, qui représente quand même 40% des ventes euh, actuellement, c'est quand même voilà le commerce de demain. Voilà, je dis pas que c'est extraordinaire, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, mais il faut quand même s'en rendre compte et peut-être à un moment donné changer en tout cas ses manières de faire pour que ce soit évident pour les clients de revenir dans les commerces. Alors, le coaching va aider aussi, bien sûr, à améliorer ses performances. Hein. Déjà, souvent, les gens sont performants, mais par quelques petits trucs, peut-être quelques petites astuces, des prises de conscience que comment font d'autres, comment font les leaders aujourd'hui pour y arriver. Et en essayant de les mettre en place, ben, on peut encore améliorer finalement ses performances. Euh, Sortir de l'isolement est intéressant parce que c'est ce que nous obligent à faire les millénials aujourd'hui. Les millénials donc accentuer sur mettre l'accent sur le digital et donc veulent fonctionner en réseau. Euh, et ce réseau, je dirais, est extrêmement important puisqu'il commence tout doucement, pas à pas, à refuser le management pour pouvoir travailler de plus en plus en réseau. Et je pense qu'aujourd'hui, le manager s'est senti souvent et tellement isolé, et le dirigeant aussi, qu'il peut être intéressant aussi pour lui de constituer des réseaux, mais des vrais réseaux relationnels qui vont lui permettre voilà, d'avoir un appui. Gagner en lucidité, voilà, je vous le refais pas, c'est de la sérénité, c'est vivre à l'instant présent, c'est comment dire, c'est déstresser, c'est parler de ces problématiques et avoir un lieu où je puisse en parler, qui n'est pas forcément à la maison. Euh, et c'est ça aussi qui est important, c'est comment je peux faire au quotidien dans l'entreprise ou en dehors de l'entreprise pour partager, avoir des échanges et mieux vivre je dirais, des fois les angoisses que je peux avoir quand je vais chercher une performance et que dans l'entreprise, hein, tout le monde n'est pas forcément avec moi pour les changements à venir. Euh, le manque de confiance est toujours là. J'ai beau avoir envie aussi, bien sûr, de vouloir aller chercher des performances. Je peux montrer que j'ai confiance, mais le manque de confiance, c'est quand même 80% hein, de la population mondiale hein, qui manque de confiance en elle. Donc, il est toujours important d'accroître sa confiance pas à pas, comme je vous ai dit, avec les petits pas que l'on monte hein, dans notre escalier une première marche, une deuxième marche, une troisième marche, et toutes ces marches de changement qui nous permettent d'y arriver, d'aller vers la performance. C'est important aussi avec les équipes de pouvoir en parler, de pouvoir les féliciter, de pouvoir comment dire s'appuyer sur comment dire ce changement. Un changement, c'est toujours un effort de fonctionnement. Donc c'est lorsque le collaborateur, le coaché sort de sa zone de confort. Donc s'il n'est pas félicité à ce moment-là, s'il n'est pas soutenu à ce moment-là, forcément, la honte et le manque de confiance peuvent arriver. Ça permet aussi, bien sûr, d'être motivé, de se responsabiliser, d'entraîner chacun dans la réussite. Lorsque l'on voit quelqu'un dans la réussite, ça entraîne les autres aussi à aller vers cette réussite. Il faut aussi que cette réussite, bien sûr, soit atteignable suivant chaque personnalité. Hein. On revient sur l'objectif et le côté smart de l'objectif. Et dans le smart, vous avez le A qui est toujours atteignable pour l'équipe ou pour le collaborateur. Aujourd'hui, ce qui est important, on parle beaucoup d'intelligence collective, etc. Donc, c'est vraiment important d'accentuer aussi ce travail-là pour trouver de la cohésion d'équipe. Parce que le jour où je vais pas bien, j'ai l'équipe qui est là. Le jour où l'équipe va pas bien, bah, je suis là aussi pour l'équipe. Et c'est ça aussi qui est important. On peut pas aller tous les jours bien. L'équipe peut pas être toujours en pleine forme. Mais ce qui est important aussi, c'est d'avoir un vase communicant où quand il y en a un qui est moins en forme, bah, l'autre prend le relais. Et puis, promouvoir et mettre en œuvre le changement, mais sans parler de changement,
en parlant toujours d'une évolution, hein, c'est-à-dire que l'entreprise est là, on est en évolution, soi-même on est en évolution, mais le but du jeu, c'est pas de changer. On a notre propre personnalité, on peut faire évoluer cette personnalité, mais on ne peut pas changer profondément, puisque dès qu'on est en stress, on se replie bien sûr sur nos préférences de fonctionnement, que ce soit dans l'entreprise ou que ce soit en tant que personne et que manager. Alors, je passerai assez vite hein, sur les commerciaux, puisque dans les commerciaux, on va retrouver bien sûr tout ce qui, comment dire, tout ce qu'on a vu jusque-là pour les avantages pour les collaborateurs ou les managers. Mais les commerciaux sont soumis à une émotion et à du stress qui est beaucoup plus intense, souvent parce qu'on les attend sur un chiffre d'affaires, des fois pareil, un chiffre d'affaires qui est atteignable ou non. Et le but du jeu, c'est effectivement de les rendre sereins au quotidien. Et vous le savez, lorsque l'on appelle des clients, il est toujours extrêmement difficile d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 refus. Souvent, le commercial, par la suite, se sent pas forcément extrêmement bien. Il a besoin d'un soutien à ce moment-là pour continuer à faire son travail de démarchage qui est aujourd'hui, il faut être honnête là-dessus, de plus en plus complexe, hein, puisque vous le voyez, on arrive sur des plateformes téléphoniques. Vous êtes peut-être vous-même harcelé tous les jours, le midi ou le soir, pour comment dire répondre aux énergies, à l'isolation, à ceci, à cela, de façon à ce que, voire même pour les élections, pour les votes, et ce harcèlement ne donne absolument pas envie. Et quand vous accompagnez des commerciaux qui sont dans ces phases-là, il est extrêmement dur pour eux de continuer au quotidien à se faire raccrocher au nez. C'est pour ça que c'est important de travailler avec eux sur leurs émotions, sur le stress et le fait de lâcher prise finalement sur le fait que bon c'est pas parce que j'ai un refus ou que la personne m'a raccroché au nez ou m'a insulté que je suis quelqu'un de mauvais professionnellement. Je peux être vu comme cette société qui veut absolument vendre plein de produits nuls parce que ça arrange pas le client, mais ça va arranger de toute façon un certain nombre de clients puisque il y a quand même des clients qui vont acheter ou se renseigner suite à cet appel téléphonique. Donc il faut valoriser ces appels téléphoniques, voilà, qui sont très faibles. C'est de l'ordre de 1%, mais qui permettent effectivement la vente de produits. Ce qui est important aussi, bien sûr, hein, on retourne sur la communication, sur les comportements mieux adaptés, hein, aussi pour la prospection, la vente, la négociation, la fidélisation. Aujourd'hui, le commercial doit créer du relationnel, mais le relationnel ne se crée pas en une fois. Il suffit plus d'avoir du réseau pour inverser le système et que le client revienne vers soi, vers nous, vers le commercial. Il faut que, bien sûr, il y ait une relation de confiance et un relationnel qui se soit installé. Ça ne se fait que dans le temps et parce que l'on tient parole, qu'il y a de l'honnêteté et de l'authenticité dans les relations et dans les rapports entre le commercial et le client. Alors, nombre de sessions de coaching, hein, ils sont de fréquences complètement variées et j'aime à dire qu'elles sont variées puisqu'on peut avoir très bien un jeune collaborateur extrêmement flexible, extrêmement adaptable qui va, changer ou avoir envie de changer en 1, 2, 3, 4 sessions de coaching et puis d'autres qui vont avoir beaucoup plus de difficultés à avoir des prises de conscience, etc. et où le coaching va durer 10, 12 séances. Voilà, l'important, c'est que ça ne dure pas trop longtemps, c'est que le coach arrive à s'effacer et que derrière, bien sûr, le coaché, dans sa performance, retrouve de l'autonomie. Si le coaché n'a de la performance que parce que le coach est là, le coach a échoué. Le coach n'est pas dans son rôle, hein. Le coach doit rendre la personne le plus autonome et le plus vite possible, bien sûr, dès qu'il s'en rend compte. Alors, les outils, j'en ai déjà un peu parlé, hein. Les outils, c'est bien sûr à la base bien se connaître. Bien se connaître, c'est toujours les inventaires de personnalité. Prise de conscience de ma posture, de ce que je dégage, de comment j'emmène les gens avec moi, de ce que j'ai besoin aussi vis-à-vis de mes collaborateurs, pour être tout à fait clair avec eux.
Il est important d'être dans le coaching, dans la relation et dans l'émotion, hein. Bien sûr que dans le coaching, on va parler de tout, puisque les mécanismes de réussite ou les mécanismes de sabotage ne se mettent pas en place uniquement dans la vie professionnelle, mais souvent également dans la vie privée. Donc, on va toucher aussi bien la vie privée que la vie, la vie professionnelle. Un outil que j'utilise énormément, qui est les niveaux logiques de Robert Dilts, qui permettent effectivement de diagnostiquer où pourraient être les difficultés pour atteindre la performance par rapport à un comportement, par rapport à ses capacités, ses croyances, ses valeurs ou son identité, voire même la mission que l'on a confiée aux collaborateurs ou aux managers au sein de l'entreprise. Donc, c'est un outil intéressant qui permet d'aller fouiller à quel endroit, je dirais, tout ça pose problème. Souvent, nous sommes quand même un souci de croyances et de valeurs, voilà, qui peuvent nous limiter, je dirais, dans nos performances. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'un des outils, on va travailler sur les croyances limitantes et croyances ressources, pour aller chercher ces croyances ressources pour réussir. Donc, ce qu'on appelle la marelle des croyances. Donc, c'est un protocole qui est utilisé aussi pour ça. Dans la performance, on va regarder aussi bien sûr la roue de la vie, parce que c'est pas parce qu'on veut faire de la performance, qu'on veut être élu demain président de la République, que on se rend compte peut-être qu'on a envie de passer moitié de son temps dans sa vie privée et moitié de son temps dans sa vie professionnelle, et se rendre compte que pour être président, il faut que je passe 99% de mon temps dans ma vie professionnelle. Est-ce que c'est OK pour moi ou pas? Donc ça, c'est un petit outil très simple, mais qui permet aussi de prendre conscience de ça. Un outil formidable, hein, qui était pareil élaboré par Robert Dilts, hein, où il a représenté l'outil Walt Disney, comment Walt Disney faisait pour travailler ses dessins animés parfaits, hein, où chaque photo du dessin animé peut être prise à part et encadrée, pour aller chercher de la créativité, de la stratégie, des objectifs, des organisations avec les équipes, en se mettant en mode créatif. Un outil exceptionnel, vraiment, qui est plaisant aussi, hein, puisque les équipes jouent aussi avec cet outil. Et c'est quelque chose qui est très intéressant et très plaisant à faire et à refaire pour les managers. Alors aussi, quelque chose qui émerge aujourd'hui, je voudrais finir par ça, c'est le coaching d'affaires. Peut-être un autre nom utilisé par rapport au coaching de performance, mais qui est un outil utilisé aujourd'hui pour accompagner des comités de direction ou des dirigeants sur de la longue durée. On s'est rendu compte que pour créer de la stratégie, de l'organisation, augmenter son chiffre d'affaires, etc., il était important de suivre un comité de direction ou un dirigeant sur du long terme. Donc, quand je dis sur du long terme, c'est de 6 à 18 mois. Parce que ce suivi fait la différence. Il fait la différence sur la prise de conscience, sur le fait que le coach va pouvoir être redondant. Je vous l'ai dit, 93% d'une posture est entendue, ça veut dire que 7% de ce qu'on dit est entendu. Sur tout ce que je vous ai dit là depuis ce matin, vous ne retiendrez sans doute que 7% d'ici 2 semaines. Donc, il est important de revenir dessus, hein, pour pouvoir aussi que les gens prennent conscience au bout d'un certain temps, ou aient différents prismes qui leur permettent de mieux se connaître, de se comprendre, de mieux communiquer et de performer avec l'équipe, tout en restant en sérénité et puis en arrivant à être authentique. Donc ça, c'est des choses qui sont en train d'évoluer, et des coachs d'affaires sont en train d'émerger aujourd'hui. Et c'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte, mais c'est des choses que je fais, puisque j'accompagne par exemple un organisme sur 10 jours en tout, où on va se voir voilà, sur 6 à 8 mois. Et ça permet d'une session sur l'autre aux managers de prendre conscience de plus en plus vite, je dirais, de leur comportement, de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Donc, c'est quelque chose qui est voilà, de plus en plus intéressant. On savait que le coaching, c'était quelque chose qui était l'aboutissement, je dirais, de la formation. Le coaching d'affaires, c'est l'aboutissement, voire
on peut y mettre aussi bien sûr un peu de formation, etc. Et ça peut être intéressant pour des comités de direction pour être vraiment performants et face à leurs équipes au quotidien. Et on prend chaque situation particulière de chaque manager, c'est pour ça que ça prend du temps, ça parle aux autres et ça permet aussi au manager de pouvoir changer s'il le veut. Alors en conclusion, voilà, vous le savez, hein, le coaching, c'est d'accompagner. On n'aide pas, on accompagne. On est sur une obligation de résultat. Le coaching de performance, c'est d'aller chercher au-delà de ses limites, mais pas en faisant plus, pas en étant plus dans l'effort, mais en débloquant tous les mécanismes de sabotage que l'on peut mettre en place pour aller chercher ces ressources. Le coach, il prend toujours pas les décisions à la place de son client, ça sert à rien puisque sinon le client ou le coaché n'ira pas, hein, puisque c'est pas son idée. Et puis encore une fois, il est extrêmement important de créer une alliance de confiance. Impossible une fois que je coach quelqu'un d'aller voir le DRH, d'aller voir le dirigeant pour lui dire comment se passe le coaching. Voilà, c'est un travail à faire entre le dirigeant, le DRH et le et le coaché par exemple, et si le coaché en a envie également. Donc voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je regarde donc si derrière donc vous m'avez laissé des messages. Je n'en vois pas. Alors attendez, je ne dis pas de bêtises. Alors j'ai appuyé sur un mauvais bouton. Alors voilà, donc je vois pas de questions de votre côté. Oui, non, je vois pas de questions. Donc, écoutez, voilà, en tout cas, je reste à votre disposition hein, si vous en avez besoin. Voilà, donc si vous avez envie de me joindre par mail ou voilà par téléphone, donc je vais vous laisser mes coordonnées. Donc, si vous en avez envie, donc pour mes coordonnées mail, c'est l.poileux, POI2LEUX, comme vous avez sur l'écran, @actiforce, donc avec un s.com. Donc ça, c'est pour, comment dire, si vous avez envie de me joindre par mail. Si vous avez envie de me joindre par téléphone pour avoir plus d'explications, donc mon téléphone direct, c'est le 06 32 41 58 70. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre attention. J'espère que ce webinaire vous a convenu et on se revoit dans un mois, pareil, si vous le désirez, pour parler du coaching d'équipe. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et puis j'espère vous revoir bientôt. Au revoir, bonne journée.